Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle session de webinaire de l'Académie digitale des PME. Merci à tous les participants de nous avoir rejoints pour aborder ce sujet qui est hautement d'actualité, c'est la sécurisation de la chaîne d'approvisionnement. Comment la rendre plus agile, plus robuste en utilisant toute la myriade d'outils digitaux qui peuvent concourir à cet objectif-là. Et comme en ce moment, les entrepreneurs, et en particulier les TPE-PME, subissent des contraintes fortes sur des difficultés d'approvisionnement, c'était tout à fait d'actualité d'aborder ce sujet-là. Et pour le faire justement, nous avons avec nous Corinne Leguerne, Dominique Chervesseur de Digispin, et je vais tout de suite leur passer la parole. Merci Axel. Bonjour à tous. Ravi de vous accueillir sur ce nouveau webinaire. Donc, 2 mots sur le programme ADPME dans lequel s'inscrit ce webinaire. Effectivement, il s'agit d'un appel à projet auquel nous avons répondu en consortium avec CPME, Cyberzen et DPO Consulting, et dans lequel donc nous proposons sur 6 axes du digital des séances de webinaire de manière très régulière, animées en live et que vous pouvez aussi visionner en replay. En particulier, donc les 6 axes, quels sont-ils? C'est la stratégie digitale, c'est-à-dire comment je construis la digitalisation de mon entreprise ou comment je l'accélère. Le deuxième, pardon, c'est un axe qui va porter sur tout l'aspect relation client, marketing digital. Le troisième, que nous traiterons dans le webinaire de la semaine prochaine, ça va être tout l'aspect canaux de vente, notamment tout l'e-commerce, l'usage des marketplaces, du site, etc. Et le quatrième, c'est tout ce qu'il y a digitalisation de process. Donc là, ce sont les 4 sujets que traite Digispin. Cyberzen, comme son nom l'indique, traite des problèmes de cybersécurité, et DPO Consulting, donc de la conformité, autrement dit, de ce qu'on appelle RGPD. Voilà. Donc, nous accompagnons ces entreprises au travers de la plateforme ADPME. Donc, si vous ne connaissez pas cette plateforme, je vous invite à y aller. Vous pourrez faire un diagnostic sur les différents axes que je viens de vous présenter. Vous pourrez en quelque sorte mesurer votre maturité digitale, et ça vous permettra de dire: «Je vais plutôt aller suivre tel webinaire ou tel autre», et cetera. Donc de prioriser un petit peu le suivi que vous voudrez faire. Donc ce webinaire va durer environ 45 minutes. Nous garderons bien sûr une place importante pour les questions à la fin. N'hésitez pas à les poser au travers du module questions que vous avez sur votre droite ou du module chat, hein, peu importe. Nous y répondrons à la fin de telle sorte que Dominique puisse aborder toutes les thématiques, enfin tous les sujets de son propos, et il répondra de manière complémentaire à la fin, même s'il a traité effectivement les réponses dans le cours de la présentation. Voilà. Écoutez, je vais laisser maintenant la parole à Dominique. Non, pardonnez-moi, je vais présenter Digispin avant de laisser la parole à Dominique. Donc Digispin, notre caractéristique, ce qui nous caractérise, c'est que nous sommes un petit peu un cabinet atypique, qui a pour objectif effectivement d'accompagner, alors dans leur adaptation, dans l'optimisation de leurs performances, ou dans leur transformation, les entreprises, j'allais dire à l'ère du numérique. C'est-à-dire que comment utiliser ce levier du numérique pour pouvoir, mieux s'adapter à son environnement, à sa digitalisation notamment. Comment aussi être plus performant. La digitalisation des process, ça vous permet de gagner du temps, de gagner de l'argent, de travailler de manière, enfin de mieux travailler dans l'entreprise, de fournir une nouvelle expérience utilisateur avec des tâches répétitives qui sont supprimées, et donc des gens qui se trouvent mieux dans leur environnement de travail. Donc voilà un petit peu de quelle manière on se positionne. Ce qui nous caractérise aussi, c'est ce que nous avons voulu mettre dans notre raison d'être, qui ici est affichée en bleu, c'est que les petites entreprises ont droit au même accompagnement que peuvent avoir, à toute proportion gardée bien sûr, à un accompagnement pour les accompagner dans cette transition numérique au même titre que les grandes. D'où notre mot équitable, d'où notre mot inclusif. Et puis notre caractéristique, c'est qu'on s'appuie aussi sur des 150 consultants qui sont des gens experts, très bon niveau, expérimentés, avec une très grande palette de compétences, on va dire tous les volets du digital, hein, pour accompagner au mieux nos clients, et que nous n'avons pas donc de salariés directement. Et ainsi, ça nous permet aussi d'inclure en quelque sorte ces indépendants au niveau du tissu économique global de la petite entreprise. Voilà un petit peu la signification de tout cela. Un dernier mot de notre raison d'être que je souhaite parler, c'est le volet humain, et j'en reparlerai tout à l'heure, puisqu'effectivement, ce volet humain peut souvent être le déclencheur
de crainte, de réticence, hein. Et donc l'idée, c'est de pouvoir, grâce à la palette de consultants que l'on a, travailler à ce qu'on appelle un digital maîtrisé, pour pouvoir expliquer aux gens ce qu'on peut faire avec le digital, de quelle manière on peut arriver et pour certains, gommer un petit peu ces craintes ou ces réticences ou tout au moins les apaiser. Alors ce qu'on sait aussi, c'est que nous accompagnons nous, effectivement dans cette transition des entreprises petites, TPE, PME, voire jusqu'à certains ETI, heu et donc ces entreprises-là n'ont pas toujours l'habitude de fonctionner en mode projet, avec, du temps de prise sur le temps de travail des collaborateurs et cetera. Donc ça veut dire qu'on va quand même travailler avec, toute l'intelligence collective des parties prenantes, que ce soit, les clients, les fournisseurs, les collaborateurs, pour, avoir quelque chose qui permette que tout cet écosystème fonctionne de la meilleure manière. Et cela, on va le faire, en ce qu'on appelle en mode agile, c'est-à-dire qu'on va travailler par petites touches. À chaque fois, on essaiera d'apporter quelque chose, donc de faire une petite modification et d'en tirer un bénéfice et de voir si ça marche bien pour avancer comme ça avec une démarche, certains appellent aussi démarche des petits pas, mais qui est compatible avec la petite entreprise. La caractéristique qu'on a aussi, c'est et j'en parlais encore hier avec une société dans l'événementiel, c'est qu'on va proposer des solutions digitales qui sont innovantes et un peu différenciantes et Dominique pourra parler, de des solutions, avec lesquelles on travaille ou même celles qu'on envisagerait de travailler un jour peut-être. C'est l'idée de pouvoir proposer, des solutions en adéquation avec d'une part les besoins et la dimension aussi de ces petites entreprises. Quand je parle de dimension, c'est adapté à leur budget, adapté à leurs équipes projets qui sont minuscules et adapté aux coûts aussi puisque, quand on parle notamment des solutions, on va dire traditionnelles, la plupart du temps, on se retrouve avec des coûts, en particulier des coûts de licence, qui peuvent être quelquefois prohibitifs pour une petite entreprise. Et donc nous, on s'efforce de trouver justement des solutions qui permettent de faire aussi du sur-mesure, parce que c'est comme ça qu'on peut avancer et qui permettent de répondre pleinement, en tout cas, aux besoins, plutôt qu'à dire c'est une solution, un petit peu comme on dit des fois à la mode. Et pour justement, que les pouvoir accompagner mieux les entreprises, je vous ai tout à l'heure parlé d'adaptation, eh bien, c'est une des raisons, une des motivations, qui peut être un des objectifs qui fassent avancer ou accélérer votre transition numérique. Hein, c'est-à-dire que vous allez pouvoir vous adapter aux exigences de votre écosystème. La demande d'un client qui demande à voir, en temps réel, par exemple, où en sont les traitements de ces incidents, où en est le traitement d'une commande. Ça peut être aussi, s'adapter à la digitalisation du travail avec ce qu'on appelle maintenant le mode de travail hybride, hein, c'est-à-dire que le collaborateur passe une partie de son temps dans l'entreprise et puis une partie à distance. Eh bien, l'entreprise doit forcément s'adapter pas seulement en termes techniques, s'adapter en termes d'organisation, s'adapter en termes de management. Et là, nous avons écrit, comme vous le voyez écrit à notre logo Digistanciel, on a développé des packages en quelque sorte qui vous permettent de vous accompagner. C'est le cas notamment pour le travail à distance avec Digistanciel. Le deuxième volet, c'est la digitalisation des process qui va permettre donc de supprimer les irritants, hein, c'est-à-dire ces fameuses tâches répétitives, supprimer les erreurs aussi avec des tâches de ressaisie, faire gagner du temps, donc de l'argent aussi implicitement parce qu'on enlève les erreurs et puis on gagne du temps. Ça va être toute la gestion de digitalisation des process. Dominique en reparlera pas mal pendant ce webinaire sur le thème du supply chain, mais ça peut être dans n'importe quel autre domaine. Et là, notamment, nous avons développé une offre autour des paiements, plus exactement des encaissements, qui permet effectivement d'accélérer les paiements et puis même de pouvoir supprimer certains travaux de recouvrement. Donc ça veut dire que c'est quand même quelque chose de très intéressant. La croissance accélérée par le numérique, ça peut être 2 choses. Ça peut être effectivement de travailler sur tout un volet marketing digital, visibilité, communication grâce au digital et puis c'est aussi tout ce qui va être vente, canaux de vente qui sont apportés par le digital, et ça je vous invite à suivre le prochain webinaire où nous parlerons de que choisir entre le site et la marketplace. On vous donnera toutes les raisons qui font que, en fonction de vos produits, de vos positionnements, comment vous pouvez gérer un mixte qui soit harmonieux et qui corresponde avec votre activité. Ça, ce sera le webinaire du 30. Et enfin, le dernier, on peut aller encore plus loin avec le digital, c'est-à-dire qu'on peut carrément réinventer son activité, trouver de nouvelles offres, mais pourquoi pas de nouveaux business models. Nouveaux business models pour répondre à des nouveaux entrants ou à de nouvelles propositions qui existent aujourd'hui. Je parlais hier avec, quelqu'un qui s'occupe des hôtels-restaurants. Effectivement, il y a aujourd'hui, notamment sur la partie hôtel, des standards, je dirais, des avis qui peuvent être mis, sur des choses comme TripAdvisor ou sur Google avec les petites étoiles, avec, des plateformes de réservation en ligne. Comment un petit peu, réinventer son offre par rapport à tout cet environnement et se trouver,
pas en position de subir, mais plutôt en position de maîtriser. Donc là, il y a aussi des mixtes à trouver et on peut remettre à plat l'entreprise pour vraiment se repositionner par rapport à l'évolution de son écosystème. Et DigiSpring est l'offre qui va permettre de faire un diagnostic 360 pour repartir un petit peu sur, progressivement, bien évidemment, sur de nouvelles offres et un nouveau positionnement. Et puis au centre de tout ça, vous voyez qu'il y a écrit diagnostic de maturité, donc DigiSpin a développé le sien. Il y en a un aussi au niveau d'ADPME. Allez-y, c'est gratuit, il n'y a aucun engagement. Ça vous permettra de savoir un petit peu sur les 4 axes qui sont ici où vous en êtes, et puis de voir comment vous vous positionnez et de voir ce qu'il faudra envisager au niveau de votre évolution. Sur la partie centrale, vous voyez aussi écrit un logo qui porte le nom de DigiSkills, skills comme compétences. C'est un module que nous, enfin c'est plutôt une offre que nous sommes en train de faire évoluer très rapidement et qui voit le jour maintenant depuis quelques mois. C'est que, alors, outre les offres de conseil avec lesquelles nous accompagnons nos clients, il est évident que on doit aussi les aider à adapter leurs compétences. On doit aussi les aider à comprendre comment optimiser comment le digital peut les aider à optimiser leurs performances ou comment il peut vraiment complètement révolutionner la transformation. J'aime bien mettre ces 3 étapes, c'est-à-dire qu'on peut déjà adapter, puis optimiser, puis à un moment donné, ben, ça suffit plus. Donc là, il faut vraiment transformer. La transformation numérique, c'est pas du jour au lendemain, je casse tout et je remets. J'y vais déjà, je l'ai dit tout à l'heure par petit pas. Donc déjà, adapter les compétences, adapter les gens, l'organisation. Après, avoir une organisation plus efficiente. Et puis après, c'est vraiment la transformation, donc là, qui est plus globale. Eh bien, notre offre DigiSkill est construite exactement sur ces principes-là. Et les principes d'animation reposent soit sur des ateliers que nous appelons masterclass interactifs, c'est-à-dire qu'on va pouvoir tout simplement mettre, donc sous différentes formes. Il y a la masterclass sur laquelle des dirigeants de PME pourront échanger entre pairs, confronter leurs idées, trouver des réponses à leurs questionnements ensemble. Donc c'est vraiment une forme interactive. Mais le dirigeant peut venir aussi avec son équipe, c'est-à-dire que là, ça peut être un séminaire intra, où on travaille avec une équipe complète pour l'acculturer à un domaine, un sujet, et en tout cas fédérer toute l'équipe derrière ce projet avec un même langage, avec les mêmes codes, etc. Et puis, il y a aussi des formules où on peut, avec son équipe, être confronté à une autre équipe d'un secteur différent. Donc, c'est des formes un petit peu originales qui permettent vraiment de travailler sur ce qu'on appelle l'intelligence collective, c'est-à-dire de faire vraiment se confronter les gens sur leurs problématiques. Et puis, on a aussi des séminaires traditionnels, bien évidemment, pour dire comment utiliser les réseaux sociaux pour mieux prospecter. Je vous donne des exemples, bien évidemment, ou comment tout simplement mettre qu'est-ce que c'est qu'une digital workplace sur des outils, des domaines, et cetera, voilà. Donc le site est en cours de construction et donc je pense que d'ici, le 15 avril, il y aura une offre complète de formation, donc n'hésitez pas à visiter notre site en question. Voilà, écoutez, je vais laisser maintenant la parole à mon collègue Dominique Schermesser, donc qui est aussi, tout comme moi, associé conseil chez DigiSpin, mais spécialiste de ce sujet. À toi Dominique et à tout à Merci l'heure. beaucoup, Corinne. Bonjour à toutes et à tous pour ce webinaire. Je suis Dominique Schermesser et je suis l'associé conseil de DigiSpin, expert du domaine de la supply chain. Alors, c'est mon métier depuis 30 ans de répondre à la question qui est le thème principal de ce webinaire. Comment rendre la supply chain de mon entreprise ou de celle de mes clients à la fois plus agile et plus robuste? C'est une question que j'ai eu l'occasion de traiter avec les équipes et pour les clients dans des secteurs d'activité très divers, depuis l'industrie à la distribution, aussi bien en France qu'à l'international, et sur des secteurs d'activité aussi divers que les produits de grande consommation, la pharmacie ou la métallurgie. L'autre point, alors il y a 30 ans, le digital n'était pas l'outil majeur. La chance que nous avons aujourd'hui, c'est que les nouveaux outils digitaux apportent de vraies opportunités, et j'en parlerai et je le développerai tout à l'heure, pour améliorer d'une part l'efficacité d'une chaîne d'approvisionnement ou de la supply chain, c'est pour le côté robustesse, mais également la rapidité de mise en œuvre de ces solutions pour produire des résultats. Et ça vient nourrir le côté agilité. Donc, c'est la chance que nous avons et je vais reparler de ces outils qui sont aujourd'hui matures. Ce que j'ai pu constater sur le terrain en travaillant avec mes clients, c'est que ces solutions-là,
elle donne des résultats, et je l'ai vu dans des missions donc à la fois de diagnostic, tactique ou stratégique de la supply chain dans les entreprises, dans des situations très concrètes de résolution de crise et dans des projets de mise en œuvre de transformation majeure de la supply chain dans les entreprises. Mon objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir partager avec vous un certain nombre de clés qui résultent de cette expérience. Et ces clés vous permettront, d'une part, bien sûr, de mettre en place avec succès les démarches qui permettront de d'étonner vos clients en rendant votre supply chain plus agile et plus robuste. C'est de vous permettre d'identifier quels sont les bons outils digitaux qui sont faits pour vous et pour votre entreprise. Et c'est aussi, et je dirais peut-être surtout, et Corinne en a parlé, c'est notre approche chez Digispin. Nous avons une composante agissant sur l'organisation, nous agissons sur la technologie, mais surtout sur le facteur humain dans la conduite du changement. C'est donc aussi pour assurer dans ces projets-là à la fois la satisfaction, une meilleure satisfaction de vos clients, mais aussi une plus forte motivation de vos équipes. Alors la chaîne d'approvisionnement, elle est au cœur des priorités des entreprises. Je ne sais pas si c'est pour le meilleur ou pour le pire, mais en tout cas, il faut reconnaître qu'on a rarement autant parlé de supply chain que depuis 2 ans, avec le démarrage de la pandémie, début 2020, et parce que les crises supply se sont succédées, et on a eu, faut-il dire que c'est une chance, de faire la une de la presse économique, voire de la presse générale, avec des crises d'approvisionnement. Ça a commencé avec la crise des masques au tout début. Ça s'est poursuivi avec la pénurie et les difficultés d'approvisionnement des vaccins. On a eu plus récemment des pénuries de microprocesseurs, de composants électroniques. On en a eu encore plus récemment, c'est les matériaux de construction, et sans parler des plus récentes crises de pénurie de l'énergie qui résulte du conflit en Ukraine. Clairement, c'est un sujet qui est revenu à la mode. Je vais peut-être commencer par introduire et peut-être partager le fait qu'est-ce que c'est que finalement cette chaîne d'approvisionnement et la supply chain. Alors, je vais commencer par répondre à la deuxième question. La supply chain, à quoi ça sert? Et c'est sur la droite de la page que vous reconnaîtrez un consommateur satisfait. La supply chain, son but, c'est de satisfaire le besoin du consommateur, c'est de mettre à sa disposition, au moment où il en a besoin, les produits et les services associés qui satisfont son besoin. Ça, c'est la vocation de la supply chain. Qu'est-ce que c'est? Et je l'ai représenté et schématiquement avec cette chaîne sur la gauche. Eh bien, c'est l'ensemble des acteurs, des fonctions, des équipes, des organisations, des outils et des flux d'informations qui permettent d'assurer ce résultat. Donc, on va retrouver ici des étapes de sourcing en amont, c'est-à-dire d'approvisionnement ou d'achat, des étapes de production sur la gauche, puis des étapes logistiques, incluant du stockage, de la manutention, de la préparation, un peu de transformation ou de personnalisation dans certains cas, et une phase de distribution pour atteindre le client final. Il y a bien évidemment aussi tout un ensemble de transports, de transferts qui sont matérialisés par ces flèches bleues, et on a toute une variété de modalités de transport pour pouvoir assurer ce résultat-là. Enfin, et c'est la partie que j'ai représentée avec cette flèche à double sens au-dessus, cette flèche verte, il y a l'ensemble des flux d'informations dans les deux sens qui permettent de coordonner et d'assurer la cohésion de l'ensemble de ces étapes et la succession de l'ensemble de ces étapes pour pouvoir aboutir au résultat qui est la satisfaction du consommateur. Ces flux d'informations, ils ont pour but, en amont, d'assurer une anticipation et une planification des besoins, et en aval, vers le consommateur ou le client, d'assurer la réactivité, la traçabilité
des flux qui permettent de répondre à ce besoin. C'est une version très simplifiée de la chaîne d'approvisionnement parce que ce qu'on peut constater, c'est que sur les 40 dernières années, et je dis les 40 ou les 50 dernières années parce que la supply chain est une fonction qui est finalement assez récente dans les entreprises, la supply chain a repoussé les limites de l'optimisation. Elle a agi pour ce faire sur 2 leviers majeurs d'optimisation. Le premier levier, c'est une progression continue des gains de productivité et des réductions de coûts. J'ai mentionné quelques exemples ou leviers principaux qui ont été utilisés pour aboutir à ces réductions de coûts et on le voit, on en a tous bénéficié en tant que consommateurs de voir comment les produits de consommation courante ont pu voir leur prix et leur coût baisser dans les dernières décennies. Premier levier, un sourcing lointain. Ce sourcing lointain, ça se matérialise par l'omniprésence aujourd'hui du Made in China, alors qu'il n'est plus Made in China, c'est Made in PRC. Mais voilà, la Chine est devenue l'atelier du monde, a gagné ce surnom à travers la généralisation du sourcing global et la généralisation de la recherche de fournisseurs moins chers dans des pays à bas coût. Et la Chine en est un exemple. Mais même la Chine, parfois aujourd'hui, est concurrencée par des acteurs qui sont encore moins chers, par exemple le Vietnam. Ce n'est pas seulement un sourcing lointain, c'est aussi une hyperspécialisation. Un exemple, savez-vous combien de fois un iPhone comme celui-ci a fait le tour de la Terre avant d'arriver chez vous quand vous l'achetez? Eh bien, un iPhone, il a fait 800 000 kilomètres, c'est-à-dire 20 fois le tour de la Terre avant d'arriver chez vous dans votre main. Pourquoi? Parce que, bien sûr, et tout le monde sait que l'iPhone est assemblé en Chine. En revanche, les composants qui rentrent dans la fabrication de l'iPhone, ils proviennent de 20 fournisseurs principaux différents qui sont répartis sur les 3 continents. Et donc, l'ensemble de ces composants, avant d'arriver à cet assemblage, puis d'être livré chez vous, en moyenne, un iPhone aura fait 20 fois le tour de la Terre. C'est le résultat de cette hyperspécialisation. Ça veut dire aussi que la chaîne d'approvisionnement que je vous ai décrite tout à l'heure de façon simplifiée avec 3 étapes, dans la réalité aujourd'hui, c'est devenu une succession de multiples, parfois de dizaines de chaînes de ce type-là et de maillons qui s'enchaînent pour pouvoir, avant d'arriver au consommateur final. Deuxième aspect de cette réduction de coûts et outil pour cette réduction de coûts, c'est l'externalisation, ce qu'on appelle aujourd'hui le Business Process Outsourcing ou BPO. L'externalisation, elle a commencé dans les années 90 par l'externalisation des fonctions informatiques. Et puis, elle s'est répandue dans les années et les décennies suivantes à tout un ensemble d'autres fonctions classiques de l'entreprise. Ça a été la prestation logistique, les fameux 3 PL, 4 PL, et certains parlent aujourd'hui de 5 PL. La prestation logistique s'est développée, l'offre de prestataires logistiques spécialisés s'est développée, et de plus en plus d'entreprises aujourd'hui ont recours à des prestataires spécialisés, et je dirais la prestation logistique externalisée est aujourd'hui devenue plus la norme et la fonction logistique interne une exception. Cette externalisation s'est ensuite développée dans beaucoup d'autres domaines de ce qu'on appelle le back-office, dans la finance, la comptabilité, dans la fonction administrative des entreprises, mais également, plus récemment, dans une fonction de la supply chain qui est en relation avec le client, avec le développement des centres d'appel, qui eux aussi peuvent être externalisés et qui ont cette fonction vis-à-vis de relation et de gestion de la relation vis-à-vis des clients. Troisième aspect qui a été un levier de cette productivité et de réduction de coûts, une digitalisation, mais une digitalisation que je qualifierais de lourde. Corinne l'a évoqué tout à l'heure, on parle là des outils
informatiques structurants, les fameux ERP, le plus célèbre étant et le plus répandu étant SAP, ou les outils de planification avancés. Donc, ce sont des outils qui sont vraiment structurants et qui ont permis d'automatiser le fonctionnement et d'améliorer l'efficacité du fonctionnement des entreprises, mais avec des investissements lourds et avec un certain nombre de limites que je vais approfondir plus tard. Voilà le premier levier. Deuxième levier majeur, c'est que la supply chain, avec ses améliorations de processus et avec tous ces outils, a permis une explosion de l'offre vis-à-vis du consommateur en termes de diversité de produits disponibles, en termes de personnalisation potentielle de ces produits et en termes de services associés. Regardez aujourd'hui quel est le choix que vous avez sur les différents canaux de distribution pour avoir un produit, entre le commander sur Internet, depuis votre téléphone, vous le faire livrer, aller le chercher en magasin, dans un magasin spécialisé, dans une grande surface. Donc, les canaux de distribution, les services associés et l'offre a explosé au cours de ces 40 années. Ce qui fait que ce consommateur que l'on voit sur la droite a pu avoir un grand sourire et sa satisfaction s'est améliorée. Je dirais oui, mais, parce qu'il y a un mais. Cette optimisation, elle s'est faite au prix d'une complexité qui a révélé de nouveaux maillons faibles. D'une part, comme je le disais tout à l'heure, ces chaînes d'approvisionnement, elles impliquent maintenant parfois des dizaines d'acteurs et des dizaines de maillons. Et pour votre entreprise, vous vous retrouvez souvent en situation de dépendance et vous vous rendez compte, et c'est peut-être le cas pour vous, que les risques dans votre supply chain, ils ne sont plus sous votre contrôle. Ils vont apparaître et émerger en amont parce que votre fournisseur, en France ou à l'étranger, a un souci d'approvisionnement ou a un souci dans sa supply chain, ou parce que votre distributeur ou votre canal de distribution, votre client, a potentiellement un problème qui empêche le consommateur final d'avoir votre produit. Deuxième facteur de risque, c'est qu'avec l'application à outrance des flux tendus et des réductions de coûts, qui encore une fois ont eu un bénéfice majeur pour la compétitivité, mais ça se traduit aussi par une exposition à des risques majeurs, parce que les coussins de sécurité qui pouvaient être offerts par des stocks ou par des délais de livraison, aujourd'hui ont disparu, et le moindre pépin, le moindre grain de sable dans un des maillons peut avoir un impact majeur et immédiat sur le service au client. Et enfin, dernière limite, je parlais tout à l'heure des outils ERP ou APO, mais aussi la standardisation des process dans les entreprises, des modes de fonctionnement, ont aussi un inconvénient en limitant la capacité de vos équipes à s'adapter et à réagir aux situations sur place qui peuvent résulter dans un manque de réactivité. Tous ces nouveaux maillons faibles, toutes ces nouvelles limites, peuvent parfois conduire aux problématiques et aux soucis de supply chain qui aboutissent à une insatisfaction du client, et vous reconnaîtrez peut-être sur la droite l'attitude de certains de vos clients dans certains contextes des crises que vous avez pu rencontrer dans les dernières années ou les derniers mois. Alors, je vous peins un tableau assez noir de la situation, mais j'ai quand même aujourd'hui 3 bonnes nouvelles pour vous dans cette situation de crise. Et j'ai mis un S à crise parce qu'en effet, comme je le disais tout à l'heure, on doit bien admettre que le monde qui était déjà un monde VUCA, volatile, incertain, complexe, ambigu, mais aujourd'hui, on passe de sommet en sommet et on découvre de nouveaux risques et on trébuche sur de nouveaux obstacles tous les mois, voire toutes les semaines. Dans ces crises-là, les 3 bonnes nouvelles que j'ai pour vous, je vais commencer par la première. La première, c'est que une crise, c'est un formidable accélérateur de diagnostic. C'est dans une situation de crise que vous allez voir apparaître à quels maillons de votre chaîne d'approvisionnement les problèmes
peuvent se produire. Et c'est aussi ce diagnostic-là qui va vous permettre d'identifier où des décisions ou des actions vont devoir être prises si vous souhaitez sécuriser cette chaîne dans les mois à venir. C'est dans cette situation de tension que ce révélateur apparaît. La bonne nouvelle, et je pense que dans tout problème, il y a aussi une opportunité, dans ce contexte de crise majeure que nous affrontons sur ces 2 dernières années, c'est que ce constat et ce diagnostic, potentiellement, il se fait avec un risque moins important pour vous parce que vos concurrents vont être exposés de la même manière que vous à ces risques-là. Et donc, potentiellement, l'impact vis-à-vis de votre situation compétitive est moins important. En revanche, pour que cette opportunité de diagnostic soit une réelle opportunité, ce qui est important, c'est d'une part que vous l'ayez identifié et que vous puissiez en faire vraiment le constat. Et la deuxième chose, c'est qu'à partir de ce diagnostic, vous puissiez mettre en œuvre un plan de continuité d'activité ou une alternative. Et je reviendrai plus tard sur la méthodologie qui va vous permettre d'utiliser ce diagnostic à bon escient. Une deuxième bonne nouvelle, et j'en parlais tout à l'heure, c'est que nous vivons une époque où peut-être parfois, grâce à la crise des 2 dernières années, des solutions digitales innovantes sont maintenant disponibles. Plusieurs d'entre elles étaient déjà soit en test, soit en cours de déploiement, mais en mode peut-être plus coûteux dans les années précédentes. Nombreuses de ces solutions sont aujourd'hui effectives et peuvent être mises à disposition, et pas seulement des entreprises, des grosses entreprises qui ont les moyens d'investir et qui peuvent absorber des coûts de mise en œuvre ou des temps de mise en œuvre importants. Ces solutions sont aujourd'hui disponibles sur le marché, y compris pour des entreprises de petite taille. Premier exemple de solution de ce type-là, et je ne mentionnerai que 4 exemples, mais il y en a dans de nombreuses autres parties de la chaîne d'approvisionnement, des outils qui permettent une traçabilité et une optimisation inédite de vos flux de transport, qui vous permettent non seulement de tracer parfois en temps réel le cheminement de vos produits ou de vos colis sur l'ensemble de la chaîne, depuis l'amont potentiellement pour des flux qui viennent d'Asie ou d'Amérique sur des flux de transport maritime, mais aussi dans la distribution jusqu'à votre client final, et qui vous permettent d'avoir cette traçabilité, mais aussi un meilleur contrôle et une meilleure optimisation à la fois du délai, du coût, mais aussi d'une troisième composante qui devient de plus en plus importante et qui le deviendra de plus en plus dans les années à venir, c'est la consommation de CO2 pour le développement durable. Donc c'est une composante qui est intégrée dans ces outils et qui est disponible. Je vais mentionner simplement 4 exemples d'acteurs qui sont… Alors, j'ai choisi des acteurs qui sont issus de la French Tech, puisqu'on est dans cet environnement-là. Shipeo, qui fournit des solutions de traçabilité vraiment sur l'ensemble de la chaîne, depuis l'amont jusqu'à l'aval, donc sur des transports à la fois maritimes, aériens, ferroviaires ou routiers, avec une logique vraiment de traçabilité end-to-end. Un deuxième acteur, Everysense, qui est vraiment l'expert de cette traçabilité sur des flux, cette fois-ci spécialisés sur le ferroviaire. Un troisième acteur qui est SafeCube, qui lui dispose de solutions et propose de solutions basées sur l'Internet of Things, c'est-à-dire c'est des capteurs qui sont disposés dans les containers ou dans les camions pour pouvoir assurer cette traçabilité. Et enfin, un quatrième acteur qui est Probias, qui est l'expert de l'intelligence artificielle appliquée à l'optimisation des réseaux de transport. Deuxième exemple de domaine où la digitalisation apporte aujourd'hui des solutions concrètes qui apportent un vrai plus pour des petites entreprises et des petites structures. Ce sont des applications qu'on appelle no-code. Alors pour ceux qui ne sont pas familiers avec le no-code,
c'est une version Excel 4.0, c'est-à-dire une version Excel améliorée et automatisée. Et là, je ne parle pas des macros Excel, ça va bien au-delà. Ce sont des outils qui, là où aujourd'hui, beaucoup d'entreprises ont encore des formulaires papier qui circulent d'une personne ou d'une équipe à une autre, avec des phases de contrôle, de complément, de classement, voire dans certains cas des fichiers Excel qui font le lien entre ces formulaires papier, mais qui demandent des rapprochements de fichiers d'autres. Ce type d'outil permet, grâce à, et en quelques jours, d'automatiser à la fois la capture de l'information, soit sur une tablette, soit sur un téléphone mobile, soit sur un ordinateur, et de gérer les liens et l'automatisation des liens entre différentes pages, différentes feuilles d'information qui automatisent et permettent de réduire les phases de contrôle, les sources d'erreurs, et permettent de faire un vrai gain de façon opérationnelle et qui est accessible à une dimension petite, y compris dans un environnement industriel. Et j'ai mentionné un exemple de fournisseur de solutions de ce type-là, Flexio, qui, encore une fois, fait partie de l'environnement French Tech et qui a une solution qui est plus particulièrement spécialisée dans l'univers des petites structures, dans l'univers industriel ou de la logistique. Troisième exemple qui est particulièrement notable dans des solutions qui sont nouvelles aujourd'hui, c'est que la robotisation, elle a longtemps été réservée à l'univers de la production, à l'univers et même de la production de grandes séries. Aujourd'hui, et j'ai choisi l'illustration là de la solution les Skypods d'Exotech. Ce sont, vous voyez, ces petits robots très modulaires qui permettent de s'adapter de façon très souple à des configurations d'entrepôts très diverses et qui aujourd'hui fonctionnent, sont disponibles et peuvent être mises en application et sont d'ailleurs mises en application. La preuve en est que Exotech est la première licorne de la French Tech qui, dans le domaine industriel, quand jusqu'à présent, toutes les licornes en France étaient des licornes dans le domaine purement digital. Là, on a enfin des solutions de robotisation qui sont disponibles dans l'univers de la logistique. Et ça va être un vrai levier d'amélioration supplémentaire des années à venir. Dernier exemple, et qui est notable également de ces nouvelles solutions, c'est l'impression 3D. Alors l'impression 3D, ça a longtemps été un gadget, c'est clairement plus le cas aujourd'hui. Il y a des solutions qui sont existantes, qui sont matures pour pouvoir, et en particulier ça fait du sens dans l'univers des pièces détachées, pour pouvoir fabriquer des pièces détachées sur mesure en utilisant l'impression 3D. Et ce sont des solutions qui sont non seulement fonctionnent d'un point de vue technique, sont éprouvées d'un point de vue spécification et peuvent se faire dans des contraintes de temps et de coût qui deviennent une vraie alternative à l'industrie classique. Excusez-moi. Voilà donc 4 exemples, mais il y en a bien sûr un certain nombre d'autres dans les autres maillons de la chaîne supply. Cette profusion d'offres, c'est aujourd'hui la problématique va plus être d'identifier exactement laquelle dans l'ensemble de cette profusion d'offres va être utile pour votre entreprise pour pouvoir aboutir à des résultats. Et j'en arrive à ma troisième bonne nouvelle, c'est que je vais partager avec vous un mode opératoire pour pouvoir tirer parti de ces deux opportunités et faire en sorte d'atteindre le résultat que je vous ai promis, qui est étonner vos clients avec la robustesse et l'agilité de votre chaîne d'approvisionnement. Alors, comment faire pour réussir à tout coup? À votre avis, quelle est la première question par laquelle il faut commencer? Alors, si certains d'entre vous ont pensé à quel est l'outil qui est fait pour moi, je pense que c'est un peu trop tôt. La première question qu'il faut se poser pour réussir à tous les coups, c'est s'assurer que vous mettez au cœur de votre stratégie et que votre première question, c'est qu'est-ce qui va apporter de la valeur demain à vos clients? C'est le point de départ de la démarche
et du questionnement à choisir. Je l'illustre ici par un des outils privilégiés dans cette première phase qui est précisément d'identifier, de faire le diagnostic de la valeur client et des domaines dans lesquels l'entreprise doit investir en priorité. C'est ce radar de l'analyse du besoin client. Dans ce radar, le point de départ, c'est déjà d'identifier chacune des pointes du radar. Et chacune des pointes ici, ça correspond à quels sont les domaines prioritaires pour le client et qui vont faire une vraie différence par rapport à la concurrence. Quels sont les besoins prioritaires du client? À titre d'exemple ici, la fréquence de commande, le délai de livraison. Est-ce que je suis capable d'être force de proposition par rapport aux besoins du client, ou est-ce que je me contente de répondre aux appels d'offres? Quelle est la qualité des échanges? La fréquence des contacts. Ça, c'est le premier élément, c'est identifier quels sont les facteurs de différenciation et les priorités pour le client. La deuxième démarche ensuite, c'est sur chacun de ces aspects, c'est de pouvoir faire le diagnostic de où je me situe et où est le niveau sur lequel je devrais me positionner pour pouvoir atteindre mon objectif de positionnement sur le marché. C'est soit un benchmark par rapport à la concurrence, soit un positionnement de ma cible si je veux me positionner au-delà de la concurrence, ou si j'accepte simplement d'être un peu en deçà parce que mon avantage, je le fais sur un autre levier. L'endroit où je me situe aujourd'hui, c'est représenté par la courbe orange. Mon objectif, où je veux arriver, c'est matérialisé sur ce graphe par la courbe bleue. Une fois que j'ai fait ce diagnostic-là, ça permet, c'est là que je peux réellement identifier quels sont les domaines sur lesquels je n'ai pas d'investissement à faire. Ici, par exemple, là où le orange va bien au-delà du bleu, c'est la fréquence des contacts et le taux de service. Dans ces deux domaines, ça veut dire que je suis au-delà de la concurrence, voire au-delà de mes objectifs. Il y a une question potentiellement à se poser de est-ce que je peux accepter de réduire peut-être mon niveau d'investissement ou mon focus sur ces deux domaines parce que je suis à l'objectif, voire au-delà. En revanche, il y a un certain nombre d'autres domaines ici, la fréquence de commande, la capacité à répondre aux urgences, la fiabilité du tarif ou de la facturation, sur lesquels il va y avoir un travail à faire et une priorité à accorder pour pouvoir rejoindre la cible. Je passe beaucoup de temps sur ce point-là parce que c'est vraiment le point et un des critères majeurs de succès, c'est d'avoir ce point de départ et de pouvoir faire ce diagnostic. Une fois que ce diagnostic est fait, il y a ensuite une démarche structurée en 5 étapes qui permet d'aboutir à un résultat satisfaisant et d'y aboutir de façon sécurisée. C'est une fois qu'on a ce point de départ de quel est le besoin du client, la deuxième étape, c'est un diagnostic que je qualifie de end-to-end. C'est un diagnostic qui, comme je le disais tout à l'heure, couvre l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, non seulement de votre entreprise, mais aussi de votre écosystème en amont, vos fournisseurs, les fournisseurs de vos fournisseurs, et en aval, c'est comment vos produits, comment votre offre va arriver aux clients, voire aux consommateurs, pour vous assurer que vous avez identifié les sources et les réelles sources du problème dans l'ensemble de cette chaîne. Deuxième étape clé, c'est l'engagement de vos équipes dans le changement. C'est en assurant l'engagement de vos équipes très en amont, déjà, en règle générale, dans la phase d'évaluation du besoin de client et, si possible, dans la phase de diagnostic, que vous pourrez faire de vos équipes des vrais acteurs du changement, d'une part, assurer leur motivation et assurer surtout leur appropriation des outils dont nous allons parler et des outils qui vont être sélectionnés pour qu'ils puissent en tirer le meilleur parti, pour qu'ils puissent s'assurer que les choix qui sont faits sont des choix qu'ils pourront soutenir, supporter et dont ils pourront tirer les bénéfices et assurer le retour sur investissement dans la durée avec des améliorations continues dans les mois et les années à venir.
Et ce n'est qu'après que nous arrivons à cette étape 4 que se fait l'identification et la sélection de la bonne solution pour vous. C'est là que vous aurez tous les éléments à disposition pour pouvoir ensuite aller voir et tester sur le marché l'outil ou les outils qui répondront aux problématiques et qui vous permettront d'atteindre vos objectifs. Dernière étape enfin, à ne pas négliger, c'est une mise en œuvre pragmatique, ciblée et agile. C'est toujours bien sûr dans la phase de mise en œuvre que se fait la différence et que se fait le succès d'un projet. Cette phase de mise en œuvre et les outils aujourd'hui digitaux s'y prêtent. Ils se prêtent à une méthodologie agile que nous mettons en œuvre avec nos clients chez Digispin, qui est une méthodologie qui se fait en utilisant des solutions concrètes sur un périmètre ciblé, de façon itérative, où en quelques jours, on commence à mettre en œuvre une première solution sur un périmètre limité qu'on peut tester, que les équipes peuvent s'approprier et sur lequel on fait déjà des premiers ajustements qui permettent ensuite de faire une phase de déploiement sur laquelle on a déjà eu la garantie en amont que ça fonctionne, on a pu l'adapter aux problématiques qu'on a rencontrées et surtout, les équipes savent de quoi elles parlent et elles peuvent en assurer le déploiement de façon satisfaisante. Je suis à votre disposition dans la phase des questions si vous souhaitez approfondir l'une ou l'autre de ces étapes pour pouvoir de façon plus précise. Alors pourquoi je vous propose cette démarche? C'est parce que c'est une démarche que nous avons éprouvée et nous avons j'ai mentionné 3 exemples de missions dans lesquelles nous avons appliqué cette méthodologie et obtenu des résultats satisfaisants. Je vais choisir simplement de détailler l'exemple du milieu. Un prestataire de services logistiques. C'est avec ce prestataire, précisément en mettant l'accent et en commençant vraiment avec ce focus sur les besoins du client, que nous avons pu travailler avec lui à partir d'un besoin qui était plutôt une optimisation de ses fonctionnements internes, que nous avons pu travailler avec lui sur l'adaptation et un ciblage plus précis de son offre de service, qui a permis le gain de 3 appels d'offres de clients et qui a résulté dans un gain de chiffre d'affaires de 10 à 15% sur les 2 années qui ont suivi. Vous avez 2 autres exemples d'illustration des bénéfices de cette même méthodologie. Un dernier conseil que je souhaitais partager avec vous, c'est ne manquez pas cette fenêtre d'opportunité unique. J'espère vous avoir convaincu que non seulement aujourd'hui, des solutions étaient disponibles tant en termes d'outils, et j'en ai illustré un certain nombre d'exemples, que les méthodologies pour pouvoir profiter de ces changements et les mettre en œuvre au sein de votre entreprise. Donc, à vous de jouer. Et si vous le souhaitez, nous sommes là pour vous accompagner, pour pouvoir le mettre en œuvre maintenant et faire en sorte que ce soit votre entreprise et pas vos concurrents qui bénéficient de cette opportunité. Merci pour votre attention. Merci Dominique. Écoutez, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on puisse répondre à vos questions ou à vos remarques ou à vos particularités. N'hésitez pas à poser ces questions dans le chat ou dans la partie commentaires sur le volet que vous avez à droite. Vous pouvez aussi, à la fin de ce webinaire, si vous préférez poser des questions, je dirais de manière privée, utiliser l'adresse que je vous adresse ici, dpme@digispin.io. Nous nous ferons un plaisir de répondre, d'y répondre, et de vous appeler pour échanger avec vous sur le sujet. Voilà. Donc, questions. Axel, est-ce qu'il y a des questions? Non, il n'y a pas de questions, mais je pense que dans tout ce qu'a énoncé Dominique, je pense qu'il y avait pas mal d'enseignements. Moi, j'en aurais une pour la relier à l'ensemble des publics de TPE, PME qu'on couvre. Toutes les solutions que tu as présentées, Dominique, elles concernent bien sûr le secteur industriel ou manufacturier, mais est-ce qu'elles tendent aussi à gagner
des secteurs de services, d'autres domaines justement où on ne pense pas forcément à optimiser sa supply chain, mais où pourquoi pas, dans des petits commerces, dans des choses, ça pourrait avoir du sens. Et est-ce que les solutions que tu as présentées, notamment les acteurs dont tu parlais de la French Tech, s'adressent déjà à ce marché, à cette clientèle de TPE, PME? Oui, tout à fait. C'est la particularité et le vrai bénéfice aujourd'hui, c'est que des solutions existent et qui sont actionnables, y compris pour des petites structures et y compris pour la partie distribution. Dans cet univers de la distribution, il y a d'autres exemples aujourd'hui d'acteurs qui proposent, par exemple, on parle beaucoup de la difficulté pour les distributeurs ou pour les commerçants de suivre la livraison à domicile et de faire cette livraison auprès des clients et des particuliers. Il y a aujourd'hui des acteurs qui offrent des solutions de relais, de dépôt de marchandises de façon très proche des clients en utilisant des réseaux de voisinage qui sont des solutions qui sont déployées aujourd'hui sur un périmètre et sur l'ensemble de la France, qui deviennent disponibles et qui donnent accès à ce type de solutions à des coûts tout à fait compétitifs pour l'ensemble des petits commerçants. Et globalement, Dominique. Non, je t'en prie, vas-y. Moi, je me posais la question, c'était sur le premier schéma, parce qu'en définitive, c'est vrai que supply chain est souvent attaché à tout cela, mais quand il n'y a pas de transformation, il y a aussi des problématiques, c'est-à-dire que la petite usine que tu as matérialisée sur ton schéma, on peut passer directement à la phase, j'allais dire, entreposage, c'est-à-dire je peux être importateur ou je peux, voilà, les problématiques sont identiques, je suppose, c'est-à-dire qu'effectivement, on ne parle pas de ce qui se passe dans l'usine, entre l'entrée et la sortie, mais là, c'est effectivement, on peut avoir des foultitudes d'approvisionneurs pour ensuite être négociant. Alors, comme tu le disais, avec habillage ou avec choses comme ça, peut-être remarquage quand ça passe par la case avant d'être négocié, mais voilà, c'est le même principe, évidemment. Oui, tout à fait. J'ai choisi un schéma qui est représentatif d'une chaîne classique, mais comme tu le mentionnes, Corinne, et comme je l'ai mis en évidence, c'est aujourd'hui une chaîne d'approvisionnement. Elle est souvent beaucoup plus complexe que celle-ci parce que, encore une fois, si on tient compte de l'amont, il y a plusieurs phases de production qui se succèdent où les composants sont assemblés, sont transférés à un autre site qui les assemble, qui va les assembler ou qui va les personnaliser pour les amener au site suivant. Et ensuite, dans cette chaîne très complexe, on retrouve une multitude d'acteurs, certains ont une dimension qui intègre l'ensemble de ces composantes, mais on a aussi des acteurs qui vont agir simplement au niveau du stockage ou au niveau de la prestation de transport entre deux maillons d'une chaîne plus large. Mmh. Et c'est cette notion d'écosystème et de comment une entreprise s'insère dans un écosystème avec souvent des acteurs plus gros, des donneurs d'ordre qui peuvent être plus gros. C'est précisément un des éléments du diagnostic dont je parlais tout à l'heure client, c'est pour les petites entreprises qui vont être fournisseurs ou prestataires pour un donneur d'ordre plus gros, ça va être la principale problématique, c'est identifier comment je fais pour me rendre indispensable ou pour faire une vraie différence pour mon client qui est ce gros donneur d'ordre, quelles sont les choses importantes et comment je peux faire moi la différence par rapport à mes concurrents. Et les outils et les quelques exemples que j'ai mentionnés, mais dans d'autres domaines, sont autant de solutions potentielles pour pouvoir contribuer à la réponse à cette question. Merci. Okay. Alors, est-ce que ces questions ont permis d'engranger de nouvelles questions? Alors, j'en vois une qui arrive. Alors, il y a une question qui est posée. On nous demande effectivement comment Digispin peut accompagner le client autour d'un outil. Par exemple, tu as cité Flexio, c'est ce que cite l'auditeur ici, le participant. Vous avez mentionné un outil comme Flexio. Comment pouvez-vous nous accompagner sur ce genre d'outil, la prestation que Digispin pourrait fournir? Alors, il y a deux accompagnements possibles. Celui que je recommande, c'est
d'abord, c'est de participer d'abord et d'avoir un échange sur la notion de diagnostic et vous l'avez vu dans la démarche que je recommande, c'est s'assurer que le travail de diagnostic a été fait et que la solution vers laquelle on s'oriente ou on souhaite s'orienter est la solution appropriée par rapport aux besoins du client. Ça, c'est le premier accompagnement possible et que nous proposons. Le deuxième accompagnement, c'est ensuite dans cette sélection, une fois que la sélection de l'outil a été faite, c'est accompagner le client dans la mise en œuvre de la solution elle-même. Donc, l'association des équipes, s'assurer que les équipes sont associées en amont, que le projet est initié, je parlais tout à l'heure de la phase de quelques jours, pour faire cette première application, ce premier pilote, qui permet ensuite, dans une dernière étape, d'assurer le transfert de compétences auprès des équipes du client pour qu'ils deviennent autonomes dans l'utilisation et dans le déploiement de l'outil. Donc, il y a ces 3 phases-là. Le diagnostic en amont pour s'assurer qu'on parle du bon problème et qu'on identifie la bonne solution. L'accompagnement dans la démarche d'appropriation de l'outil et ensuite sécuriser le transfert de compétences auprès des équipes pour que le client soit autonome dans son utilisation à venir. Merci. D'autres questions? Ah, il y a quelqu'un qui est en train de taper une question. Donc, moi, je rebondis sur cette précision de Flexio de manière plus générale. Tu as cité 2 familles d'acteurs qui peuvent intervenir sur la chaîne, sur la supply chain de la French Tech, ceux qui fournissent des solutions de traçabilité, d'une part, tu en avais cité 4, et ceux qui fournissent, comme Flexio, des solutions plus pour la gestion interne. Et comme tu le disais, pour identifier quel opérateur serait utile pour l'activité de telle ou telle PME, il faut une démarche de diagnostic. Du coup, pour préciser là-dessus, en termes de délai, si une TPE-PME aujourd'hui a envie de s'engager dans cette démarche de diagnostic, on est sur quel horizon de temps, dans ton expérience, combien de temps il faut pour établir ce diagnostic et derrière pour mettre en œuvre la solution choisie, d'une part sur l'aspect de traçabilité, d'autre part sur l'aspect gestion? Alors, en fonction d'abord de la taille et de la complexité du périmètre sur lequel porte le diagnostic, on va parler d'un diagnostic qui est entre 3 et 5 jours en termes de travail, en règle générale sur 15 jours de temps, en termes de temps passé, pour ensuite rentrer dans une phase de sélection et de mise en œuvre qui peut être entre 1 et 2 mois et un effort là-dessus qui va dépendre encore une fois de la solution dont on parle et de la complexité du périmètre. Mais voilà un ordre de grandeur en termes d'effort et de durée pour des projets de ce type-là. Si on parle de solutions, j'ai mentionné par exemple la robotisation. Donc là où on a une phase de matériel et d'investissement, dans ces cas-là, je mets un bémol. Là, bien évidemment, le délai peut être prolongé. On peut parler de plusieurs mois jusqu'à 6 mois ou au-delà, en fonction de l'investissement matériel et de la structuration matérielle autour. Mais sur les outils digitaux et les exemples que tu mentionnais, Axel, là, on parle d'une mise en place sur 2 mois, 2 mois maximum. Alors, on a une question qui est intéressante, effectivement, parce qu'on a parlé d'optimisation de la supply chain. Et là, le participant Hervé nous dit, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des outils de pilotage de l'impact financier au RSE ou Customer Satisfaction quand on optimise effectivement de l'optimisation de la supply chain? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on constate comme amélioration, qu'est-ce qu'on peut mettre comme KPI au plan financier, RSE ou satisfaction client quand on optimise cette supply chain? Alors, je vais essayer de répondre aux deux manières de recevoir la question. Les outils de pilotage existent. J'ai mentionné quelques exemples mon premier exemple, les outils de traçabilité.
fournissent aussi, dans le cadre de ces outils de traçabilité, il y a des outils de mesure de l'impact financier ou de l'impact RSE des transports qui sont intégrés dans ces solutions-là. Donc ça, c'est pour répondre à la question sur les outils de pilotage. Les KPI, ensuite, sont bien évidemment, alors il y en a un certain nombre qui sont disponibles en standard dans ces outils. Dans la plupart des cas, le travail qui est fait, et c'est un des travaux qui sont faits avec les clients au début de la mission, c'est de s'assurer qu'on identifie les KPI qui sont pertinents dans le contexte, dans le secteur d'activité et pour le client donné, que ce soit dans le domaine financier ou dans le domaine RSE, pour pouvoir répondre à ce besoin plus spécifique. Mais des outils existent. Nous avons des partenaires qui proposent un certain nombre de solutions standards avec des KPI standards. L'exercice qui est fait ensuite avec le client, c'est de s'assurer et d'identifier lesquels de ces KPI sont pertinents pour lui ou éventuellement d'en rajouter l'un ou l'autre qui correspond aux besoins spécifiques. J'espère avoir répondu à votre question, Hervé. Ah, je pense que c'est le cas. Bien, nous arrivons au terme de l'horaire qui était fixé pour ce webinaire. Nous n'avons plus de questions. Merci Corinne de remettre la slide avec l'adresse contact. Je vous rappelle que ce webinaire, pour ceux qui l'auraient pris en cours, sera disponible en replay. Donc vous pouvez aller revisiter les parties qui vous intéressent ou que vous auriez manqué. Merci à nos intervenants, Dominique et Corinne, pour vos éclairages sur ce sujet. Et il me reste à souhaiter à tous les participants une bonne journée et peut-être à une prochaine session de webinaire à des PME, comme le rappelait Corinne. Le prochain se tiendra mercredi prochain et portera sur la question de l'e-commerce, question elle aussi d'actualité, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Vous recevrez une sollicitation par mail de toute façon pour le rappeler. À très bientôt, bonne journée à tous. Bonne journée à tous, au revoir. Bonne journée, au revoir.